Bonjour à tous, dans cette vidéo de culture économique, juridique et managériale, nous nous demandons comment le droit prend en considération les besoins des entreprises et des salariés. Aujourd'hui chapitre 2, la formation du contrat de travail. Nous observerons d'abord le droit du travail comme un cadre réglementaire complexe qui s'impose à l'entreprise, puis l'individualisation de la relation employeur-salarié, et enfin l'individualisation du contrat de travail. L'entreprise se doit de respecter à la fois le droit national et le droit européen. Ils garantissent tous deux de nombreux droits aux travailleurs. Au niveau national, il affirme les principes suivants. Le droit à l'emploi, il est entendu comme la possibilité de gagner sa vie, ce principe est limité par le pouvoir de direction de l'employeur qui peut décider d'embaucher ou non. Le principe de non-discrimination, il énumère les motifs pour lesquels la discrimination est interdite en droit du travail. Par exemple, l'origine, le sexe, la situation de famille, la grossesse, l'apparence physique, le lieu de résidence, l'état de santé, l'orientation sexuelle, l'âge, etc. Le principe de non-discrimination constitue donc une limite à la liberté d'embauche de l'employeur. La liberté syndicale, il s'agit d'un droit fondamental selon lequel tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix. Enfin, le droit de grève, c'est un droit reconnu à tout salarié de l'entreprise. La grève est définie comme étant la cessation collective et concertée du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles. Elle entraîne bien sûr une retenue sur le salaire du salarié gréviste. De son côté, le droit de l'Union européenne pose comme principe la libre circulation des travailleurs et la liberté d'établissement. Les citoyens européens ont donc le droit de chercher un emploi dans un autre pays de l'UE, d'y travailler sans avoir besoin d'un permis de travail, d'y vivre dans ce but, d'y rester même après avoir occupé cet emploi, et enfin de bénéficier du même traitement que les autres citoyens en ce qui concerne l'accès à l'emploi, les conditions de travail et tout autre avantage social ou fiscal. Observons maintenant de plus près la relation employeur-salarié dans le contrat de travail. Le contrat doit remplir les 3 conditions de validité. Elles existent d'ailleurs pour tout contrat, c'est l'article 1128 du Code civil. La capacité des parties, le consentement des parties, et le contenu licite et certain. On reconnaît l'existence d'un contrat de travail quand sont réunis les 3 éléments suivants. Une prestation de travail pour autrui, une rémunération et un lien de subordination juridique entre l'employeur et le salarié. Le lien de subordination est le critère déterminant du contrat de travail. Il permet de différencier ce contrat d'autres contrats ou de situations voisines, comme le contrat de sous-traitance. Le contrat de sous-traitance donne lieu à une prestation de travail pour autrui et à une rémunération. Mais contrairement au salarié, l'entrepreneur, le sous-traitant, conserve son indépendance dans l'exécution de son travail. Il ne faudra donc pas confondre le travail salarié et le travail indépendant. Le travailleur indépendant, c'est celui qui n'est pas subordonné à un employeur privé ou public. C'est un individu qui travaille à son compte en tant qu'artisan, agriculteur, commerçant ou profession libérale. Par exemple, un avocat, un médecin, un expert comptable, un architecte, un artiste, un auteur. Celui qui souhaite exercer une activité indépendante est tenu de procéder à son immatriculation par l'intermédiaire d'un centre de formalité des entreprises. Pour terminer, observons ensemble l'individualisation du contrat de travail. Tout d'abord, notons qu'il existe plusieurs formes de contrat. Le contrat de travail à durée indéterminée, le CDI, le contrat à durée déterminée, le CDD, et le contrat de travail temporaire, le CTT ou l'intérim. Le CDI est la forme normale de la relation de travail, c'est le contrat de droit commun. Il ne prévoit pas la date à laquelle il prend fin, au contraire du CDD et du CTT. Ces deux derniers ne sont possibles que dans des cas particuliers. Il s'agira toujours de l'exécution d'une tâche précise et temporaire, en remplacement d'une absence, ou pour un emploi saisonnier, ou enfin à cause d'un accroissement temporaire de l'activité. Le salarié peut démissionner d'un CDI, mais pas d'un CTT. Démissionner d'un CDD n'est possible que pour accepter un CDI. On distingue de nombreuses variantes de ces 3 principaux contrats. Ainsi, on peut mentionner le CDI de chantier, qui est un contrat à durée indéterminée conclu pour la durée d'un chantier, ou encore le contrat de travail à temps partiel qui est conclu avec un salarié pour une durée du travail inférieure à la durée pratiquée dans l'entreprise. Chaque contrat peut être aménagé à l'aide de clauses spécifiques. Les 4 suivantes sont parmi les plus répandues. Première clause, la clause de mobilité. Elle permet à l'employeur de déplacer un salarié sur un autre site. Pour être valable, une clause de mobilité doit être rédigée avec précision et préciser la zone géographique d'application.
être proportionné au but recherché, compte tenu de l'emploi occupé et du travail demandé, et être mise en œuvre dans l'intérêt de l'entreprise, en respectant un délai de prévenance. Deuxième clause, la clause de confidentialité. Elle est justifiée pour protéger le secret de fabrication d'un produit ou encore une stratégie commerciale. Troisième clause, la clause de non-concurrence. Elle empêche le salarié, une fois son contrat terminé, de faire concurrence à son ancienne entreprise par sa nouvelle activité. Pour être valable, elle doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise. Elle doit être limitée dans le temps et dans l'espace, tenir compte des spécificités de l'emploi du salarié, c'est-à-dire ne pas le priver de la possibilité de retrouver un emploi conforme à son expérience professionnelle. Et enfin, elle doit prévoir le versement d'une contrepartie financière. Elle est obligatoire, peu importe qui est à l'initiative de la rupture du contrat de travail. Quatrième et dernière clause, la période d'essai. Elle permet de s'assurer que le salarié embauché convient au poste sur lequel il a été recruté. Elle n'est pas obligatoire. Sa durée varie en fonction du type de contrat et de la catégorie professionnelle du salarié. La loi prévoit les durées maximales de la période d'essai. Elle varie selon le poste occupé par le salarié, 2 mois pour les ouvriers et les employés, 3 mois pour les agents de maîtrise et les techniciens, 4 mois pour les cadres. En résumé, vous devez retenir ce qui est garanti aux travailleurs par le droit français et par le droit européen, le contrat de travail et son critère déterminant, le lien de subordination, les différents types de contrats de travail, et enfin, les principales clauses aménageant le contrat. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Dans la prochaine, nous traiterons de l'exécution du contrat de travail. Bonne révision à tous et à bientôt.